Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Bonjour, alors là les amis, je vous réserve une belle surprise. On a trouvé quelqu'un d'exceptionnel, une carrière, vous allez voir, énorme, à un tel point que je n'ai pas trouvé toutes les informations tellement qu'il y en a. Mais heureusement, il est là, il est au téléphone avec moi, on va lui faire un petit coucou. Bonjour Marco Attali, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour Olivier, bonjour à tout le monde. C'est un réel plaisir de t'avoir au téléphone. Les gens ne s'imaginent pas la dimension de ta carrière. Alors on va les aider un petit peu, nous on va faire le tri, on va essayer de discuter ensemble, tranquillement, et de découvrir tout ce qu'il faut absolument que nos auditeurs connaissent de toi. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé la musique très jeune. Ah ouais, J'avais 16 ans quand j'ai commencé à faire de la musique, et je vivais à Cannes à l'époque. C'est ça, et tu étais batteur, non ? J'étais batteur et chanteur, donc on avait monté plusieurs groupes, et puis après ça a commencé à devenir, on va dire, un peu plus sérieux 2-3 ans plus tard, où on a commencé à écumer tous les clubs de la région de la Côte d'Azur, Cannes, Nice, Saint-Trope, Saint-Raph, on allait un petit peu partout avec ce groupe-là. Et puis après, au début des années 70, on est monté à Paris faire notre premier groupe, qui s'appelait Lovers Love. Tout à fait, t'étais avec la maison de disques Vogue, non ? C'était avec la maison de disques Vogue, oui. C'est ça. Oui. C'était un directeur artistique qui nous avait entendus dans une boîte à Cannes, fin des années 70, en décembre 70 exactement, et puis il nous a demandé si on voulait pas faire un disque monté à Paris, parce qu'il avait un contact avec la maison de disques Vogue. Et voilà, c'est 15 jours plus tard, on est monté à Paris, et puis on a enregistré notre premier 41 tours qui s'appelait You Fast Gone. Alors là, déjà, quand les maisons de disques viennent te chercher, moi je trouve que ça veut déjà dire quand même pas mal de choses. Je sais pas. On savait pas trop à l'époque comment ça se passait. Hein. C'était sympathique, oui, mais c'était une aventure, on va dire, voilà. Oui, mais on savait pas du tout à quoi on s'attendait. Hein. Puis là, on a signé dans cette maison de disques chez Vogue, et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec en contact avec des artistes qui étaient déjà bien en place, Phil Dutronc, etc. On voyait tous ces gens-là dans le studio. Et on avait le même directeur artistique que les Martin Circus et Jacques Dutronc d'ailleurs. Tu vas pas t'arrêter à un 45 tours, ça va rouler derrière. Ah non, c'est parti, quoi. Oui, avec ce groupe, on a fait 2 45 tours qui ont marché, hein, parce que le premier avait bien marché en Italie aussi. Ça nous a permis de faire des tournées en Italie à l'époque. Et puis après, on a fait un deuxième 45 tours qui a été un tube, mais pas par nous malheureusement. Ça a été un peu la cause de la séparation de notre groupe. C'était une chanson qui avait fait un tube avec Esther Galil à l'époque, et cette chanson s'appelait Harlem Song. Ah oui. Harlem Song. Et voilà. Mais nous, ça a été notre deuxième 41 tours. D'ailleurs, c'était pas tout à fait le même titre. Ça s'appelait Le Balayeur de Harlem, parce que c'était en français. Et ça n'avait pas fait un succès. Et par contre, quand Esther Galil l'a reprise, ça s'appelait Harlem Song, mais c'était la même chanson. Et là, elle a fait un carton avec cette chanson, qui m'a permis que peut-être un an plus tard, lors d'une rencontre dans la maison de disques Barclay, parce qu'on m'avait demandé de faire un disque en soliste là-bas. J'avais rencontré Esther, et on avait parlé, puis elle m'avait dit, je l'avais mise au courant parce qu'elle ne savait pas, et du coup j'ai bossé avec elle pendant un an. Je suis parti en tournée avec elle en tant que choriste et percussionniste. Ah, c'est original, oui, ça c'est... Voilà. Comme quoi, on peut toujours rebondir. Hein. Oui, ouais. Et donc là, à cette époque-là, quand j'étais choriste avec elle, on faisait toutes les premières parties de Johnny Hallyday, Mac Brandt, on n'arrêtait pas. Enfin, quand on regarde ta carrière, mais les auditeurs vont s'en apercevoir petit à petit, t'as croisé quand même du beau monde dans ta carrière. Hein. Alors, ouais, on va dire ça comme ça. Ah oui, quand même. Tu as été aussi, donc après en 74, là, tu intègres le groupe Visitors, c'est ça ? Oui, Visitors, oui. Et là, dans ce groupe-là, Visitors,
c'était un producteur que je connaissais qui avait un studio d'enregistrement dans le sud à Antibes. Et là, on a monté un groupe et là j'ai rencontré Didier Locoud et son frère Francis Locoud. Didier Locoud, donc qui était jeune à l'époque, et c'était son premier enregistrement en studio. Et déjà, c'était un musicien prestigieux, un violoniste extraordinaire, quoi. Et donc là, voilà, on a monté ce groupe. Et puis l'album est sorti. Il est sorti dans plein de pays, pas en France. Ah, c'est marrant ça. On est bête en France, Ouais, des pas fois. en France. C'était une musique un peu spéciale, donc c'est pas sorti en France. Et puis je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que l'album qu'on avait fait à cette époque-là, il est complètement culte au Japon. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a contacté pour me demander si j'avais toujours l'album parce qu'il était très très rare et qu'il valait très cher. Et malheureusement, j'en ai pas. Ah oui, non, c'est pas évident de tout garder hein, dans une vie. Ouais. Il y a des choses, on comprend pas leur importance au moment où ça arrive, donc après on passe à autre chose. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors ta carrière continue avec quelque chose qui m'a énormément surpris, moi, parce que j'étais fan quand même du chanteur et je n'avais pas prêté attention à ce détail. Tu vas rentrer comme choriste chez Claude François en 75. Oui. Impressionnant ça. 75, oui. 75, 78, j'ai fait les 3 dernières années, donc avant qu'il s'en aille. Mais comment c'est arrivé? Voilà. Comment c'est arrivé ça? Oh, alors là c'est une petite anecdote. Je vais essayer de la faire courte. J'avais mon guitariste qui était avec moi dans le groupe dans lequel on était ensemble. D'ailleurs, dans ce groupe, il y avait aussi quelqu'un qui est devenu très célèbre par la suite, qui s'appelle Richard Sanderson. Ah, Richard Sanderson, qui a chanté La Boum quelques années plus tard. Voilà. Et dans ce groupe, dans ce groupe Overstuff, donc c'était le musicien qui était au clavier. Et donc là, alors pour revenir à Claude François. Dans ce groupe-là, il y avait un guitariste qui s'appelait Gilbert Courtois et qui avait signé un disque chez des disques Flèche parce qu'il correspondait au profil de l'époque. C'était l'époque un peu chanson pour miner, on appelait ça comme ça à l'époque. Et donc il signe ce disque-là chez Flèche, et puis ça, bon, à l'époque, ça allait très vite hein, quand ça voulait marcher. Ce disque fonctionne mais assez rapidement. La chanson s'appelait Allume la radio, je crois, ça s'appelait comme ça. Et son nom d'artiste était Patrice France. Et donc le disque cartonne, et puis mon copain donc m'appelle et puis me dit est-ce que tu veux venir avec moi? Claude veut que je fasse la première partie en tournée de cet été. Donc c'était en 74 pour chanter ma chanson. Alors bon, je dis ben oui, ok, je suis avec toi. Et c'est comme ça que j'ai intégré, sans l'intégrer, la troupe, donc que je découvrais, Claude François, etc., tout ce monde-là que je ne connaissais pas, bien sûr. Et puis la tournée se termine, et puis un soir, je reçois, au mois d'octobre 74, je reçois un coup de fil chez moi, un vendredi soir, à 11h le soir, et puis il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, voilà, je suis le secrétaire de Claude, est-ce que tu peux venir? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu peux venir au bureau Boulevard-Exalmans? Alors moi j'ai dit oui, d'accord. Donc je débarque dans les bureaux à minuit le soir, un vendredi soir, et le secrétaire me pousse dans le bureau de Claude, il ferme la porte et je suis devant Claude, voilà, qui était au téléphone. Et puis au bout d'un moment il raccroche, ça dure je sais plus un quart d'heure, 20 minutes au moins, et puis il raccroche et puis il me dit viens, je m'approche et puis il me dit qu'est-ce que tu fais demain? Je dis qu'est-ce que je fais demain, pourquoi? Et il me dit Forest National à Bruxelles. Ah, carrément, comme ça. Carrément, ouais. Alors je rigole et puis il me dit ne rigole pas, c'est sérieux. Je dis mais pas demain. Il dit oui, demain. Tu vois ça avec le secrétaire, il te file les partitions, les cassettes pour apprendre les titres et tout, en une nuit. Et comme j'étais assez surpris, il voyait la tête que je faisais, il me dit c'est bien toi qui étais là cet été. Il m'avait repéré, sans que je le sache. Ah, c'est impressionnant ça. Quand j'accompagnais mon copain, je faisais ses doubles voix et il m'avait repéré comme ça, mais moi je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Hein. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis voilà, je suis rentré chez Claude du jour au lendemain. Alors bon, la nuit en question était quand même. J'ai pas dormi, bien sûr. Ça a dû être difficile quand même, c'est sûr, oui. Ah, c'était pas évident, parce que c'était un artiste, un personnage très professionnel. Il fallait vraiment assurer, donc voilà.
Bah, tu vois, Et ça fait partie des petits détails que j'adore, moi. Parce que ça, c'est des choses qu'on ignore tous. Hein. Nous, on pense qu'avant, tu as fait des répétitions, tu as fait des petits concours pour rentrer là-dedans. Ben non, comme quoi, quand on est bon, non, on non. est bon, c'est tout. Quand on est bon, on est bon. Il faut dire, ça se passait souvent comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. C'était des concours de circonstances. Bon, mais il fallait quand même tenir le choc, hein, parce que Claude. D'ailleurs, je continue ma petite anecdote. Quand je me suis retrouvé au Forest National à Bruxelles le lendemain, comme j'avais vu un petit peu comment ça se passait au cours des galas que j'avais fait en première partie de l'été, j'avais vu que il était vraiment difficile. Hein. Et je m'attendais à ce qu'il me fasse un test, quoi. Et puis au bout d'un moment, sur scène en répétition, il se tourne vers moi et puis il fait chanteur malheureux tous les deux, 3, 4 avec le piano. C'était la seule que je connaissais vraiment par cœur, les autres parce que bon. Et là, je lui fais la tierce, la voix sur le refrain de la chanson, tout seul avec le piano. Il dit rien, il va dans la salle, il fait pareil, il me dit pareil, mais sans le piano, pour savoir si je tenais le choc au niveau de l'oreille, bien sûr, au niveau de l'harmonie. Je lui fais, il dit rien, il revient. Et puis il me dit rien, et puis la répétition continue. Moi je fais de mon mieux avec les choristes à côté de moi, et puis à la fin de la répétition, je vais voir le secrétaire, je lui dis qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, t'as dit quelque chose, Claude? Je dis, ben non. Il m'a dit, c'est bon. Ah d'accord, voilà. Voilà. Il valait mieux ne pas l'entendre alors à ce moment-là. Voilà. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est incroyable, ouais. Puis il restera jusqu'en 78, quoi. C'est impressionnant quand même. Hein. Et là, ça a été une période très 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 intense. Parce que quand on partait en ce qu'on appelait les tournées d'été à l'époque, on partait au mois d'avril, on rentrait à la maison au mois de septembre. Hein. Oui, puis ça durait 4 mois. C'était intense. Ah oui, ça durait 4 mois. Oui. Et puis le reste de l'année, on avait 2 à 3 concerts par semaine. En moyenne, c'était 2, on va dire 2 par semaine. Et le reste de la semaine, on faisait des répétitions en studio. On préparait les maquettes des nouvelles chansons de Claude. Donc on était tout le temps pris, quoi. Toute cette période, j'ai arrêté. Oui, et puis en plus, tu continuais quand même un peu ta carrière individuelle en même temps, malgré tout. Bah, j'ai essayé entre-temps, j'avais fait un disque chez Eagle Records, le label de Michel Sardou. J'avais fait deux titres, deux albums pendant cette période. Et puis je commençais à faire des séances en studio en tant que choriste, parce que là, une fois qu'on était dans le milieu, ça se faisait assez rapidement, quoi. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens qu'on retrouvait les choristes d'un chanteur, on les retrouvait avec un autre et ainsi de suite. Quand on était habitué à entendre les voix, oui, c'était bien d'ailleurs. Moi, j'aimais bien. Sûr, j'aimais bien. Et après, c'est un peu ce que tu feras après le départ de Claude François. En fin de compte, tu te retrouveras un petit peu à... Oui, pendant quelques années, j'ai fait pas mal de séances de studio, oui. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Et tu as dû encore une fois de plus rencontrer du beau monde, là aussi. Ah bah oui, rencontrer pas mal de gens, ouais. Et on arrive du coup dans les années 80, là où il va. Alors là... Là, on arrive dans les années 80, effectivement. Et là, il y a de la richesse. Et là, là, oui. Donc là, en 80, j'avais fait, on a remonté le groupe Visitors des années 70, mais malheureusement, les frères Lockwood n'étaient plus là parce que bon, ils avaient poursuivi leur carrière et donc ils étaient plus là dans ce groupe-là. Et on avait fait avec d'autres musiciens, donc on avait remonté le groupe. Et puis pareil, cet album-là, il avait fait un succès en Italie. Il est sorti dans plein de pays, mais pas en France. Je sais pas, en France, personne n'en voulait. C'est marrant comme. Faut dire que la musique était très très avant-gardiste. Hein. C'était très avant-gardiste. Et nous, en France, on n'aime pas trop quand on a de l'avance sur les autres. C'est pas notre. C'est toujours. Ça arrive souvent en récupération. Bah oui, parce qu'on cherche les choses commercialement sûres. En fin de compte, on n'ose pas prendre de risques, c'est tout. Enfin, surtout à l'époque, dans les années 80, en France, on prenait pas de risques. On prenait ce qui marchait déjà. Ouais, bien sûr, c'était un peu répétitif. Oui, c'est un petit peu dommage. Ouais. Et puis après, en 82, j'ai fondé un autre groupe qui s'appelait 2+1. On avait signé dans la maison de disques Tréma, la maison de disques de Michel Sardou. Et on avait fait un titre qui s'appelle Station Neptune.
Et alors là, on a eu vraiment un coup de bol parce que c'était la nouvelle radio Énergie qui démarrait. Et ils ont adoré le titre et ils nous passaient 20 fois par jour. Enfin bon, c'était vraiment extraordinaire. Et donc là, ce titre s'appelait Station Neptune et le groupe s'appelait 2+1. Ouais, et puis c'est vrai Et que... mes deux compères qui étaient dans ce groupe, c'était, il y avait une ex-choriste de Claude qui était avec moi et l'ex-batteur de Claude qui était avec moi. Donc comme on continue à se voir. D'ailleurs, en parlant de ça, toute la troupe de Claude, on se voit tout le temps. Ben justement, là, ce week-end, on était ensemble pour l'anniversaire du décès de Claude, avec les Claudettes, les musiciens, les fans, etc. Et, vraiment, Claude François, c'est vraiment un artiste qui a généré ce genre de choses avec le temps qui passe, avec 47 ans là. Et ça n'a pas changé. Oui, toujours, je suis d'accord avec toi. Et je trouve ça extraordinaire d'ailleurs que vous puissiez comme ça encore vous réunir et passer un week-end ensemble. Ben, c'est-à-dire les gens qui bossaient ou qui allaient bosser avec lui, ça se passait de suite. Si ça se passait pas bien, c'était du jour au lendemain. C'est-à-dire le premier jour, si ça n'allait pas, ça n'allait pas. Il n'y avait pas de suite, quoi. Les gens qui restaient avec lui, qui travaillaient, ça voulait dire que ça se passait bien, qu'il était content et que tout le monde était content, quoi. Et puis je pense qu'il ressentait très très vite les choses, quoi. Il n'y avait pas de perte de temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors on continue un petit peu, on épluche toujours ces années 80 où on est rentré de plein pied dedans. Et là, il arrive un truc en 84 qu'il faut que tu m'expliques. Oui. En 84, on a tous été victimes de la même chose. On a tous voulu changer de look, avoir le look coco, quoi, comme on dit. D'accord. Hein, c'est un peu ça. Je vois où vous voulez en venir. Cher ami, on peut pas passer au travers. Alors là, écoute, il faut que tu me racontes un petit peu l'histoire quand même, parce que c'est une chanson. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis animateur radio depuis 82 maintenant, 1982, mais j'ai été en même temps animateur DJ en discothèque et puis plus tard en sonorisation mobile. Alors t'imagines bien que ce titre, si je ne l'ai pas entendu 3000 fois, je l'ai entendu 0 fois, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, d'accord. je ne vois pas de quel titre tu parles. C'est ça, hein, c'est ça. Monsieur file un mauvais coton. Non, bon, on est, tu vois, on peut pas parler de ta carrière sans parler de ce titre, c'est pas possible. C'est un truc énorme qui t'est arrivé là. En plus, je connais un petit peu l'histoire et ça t'est arrivé presque comme ça, quoi. Donc, il faut que tu le racontes aux auditeurs. T'es obligé. Alors, on parle, messieurs, dames, le titre, t'as le look coco. Et au cas où, si vraiment il y en a qui le connaissent pas, eh ben, on va le passer. Hein, comme ça, on est sûr qu'il le...
Alors comme ça, vous êtes sûr de le connaître, oui. Ça, c'est sûr. Et attention, parce qu'il y a plusieurs versions de T'as le loup coco. Maintenant, il y a des versions vietnamiennes qui font un carton hein, aussi, hein, chanté en vietnamien. Ah. Alors ça c'est drôle. Alors là, t'as le look et t'as l'accent, quoi. Oui, mais en vietnamien, c'est très drôle. Bon, Alors, moi, de toute façon, depuis que j'ai commencé à faire de la musique, ça a toujours été des concours de circonstances, ça a toujours été des choses comme ça. Voilà. Et l'histoire de T'as le loup coco, c'est une fois de plus un concours de circonstances. Et ben, j'étais chez mon ami, chez mon copain Richard Sanderson, parce qu'on travaillait ensemble. Hein, il avait déjà fait la boum lui, et on travaillait ensemble pour faire des chansons. Et puis un jour, je vais chez lui, puis sur son piano, je vois un texte. Et puis je prends le texte. Quand je lis le texte, qui était le texte de T'as le loup coco, que tout le monde connaît, quand je lis le texte, en lisant le texte, je chante la mélodie. Ça m'est venu de suite, comme ça. Et on se regarde avec mon copain, et, on l'enregistre, c'est bien. Voilà, ça s'est passé comme ça. En 1 heure de temps, on a fait une maquette, et puis après, c'est alors au bout d'un moment, je dis mais c'est qui ce texte? Qui est-ce qui a écrit ça? Et mon copain Richard me dit mais c'est un copain qui me l'a laissé. Il s'occupe d'un artiste, je sais pas qui c'est. Enfin bon bref, je vais lui donner à lui la maquette. Je vais lui donner la maquette. Et puis quelques jours plus tard, il y a quelqu'un qui me contacte en disant voilà, c'est vachement bien. On va enregistrer, on va rentrer en studio. Et ça va être les Gibson Brothers qui vont faire la rythmique. Tout le monde connaît les Gibson Brothers, je suppose. Et donc on est rentré en studio et puis on a enregistré le titre comme ça. Et moi je ne savais pas, je ne connaissais pas La Roche-Valmont. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors c'est marrant parce que je savais pas qu'eux étaient dans le coup aussi pour la rythmique, tu vois, les Gibson Brothers. Les Gibson, oui. Ouais. Ouais. En plus, j'ai eu Chris il y a pas longtemps avec moi et on n'en a même pas parlé, tiens. Ah, c'est pas bien. Ah, il n'avait pas parlé, Chris. Non, j'ai pas été bon. C'est moi. Non, c'est moi qui ai pas été bon, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est quelqu'un d'exceptionnel d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre. Oui, bien sûr. Ouais, je passais un bon moment avec lui. Alors, à l'époque, les Gibson, ils n'arrêtaient pas aussi. Ah, bah oui. T'as le look coco, quoi, avec La Roche-Valmont, mais c'est énorme. Sans le savoir, vous avez créé un tube carrément énorme. Et à quel moment vous avez compris ce qui se passait? Dès le début ou c'est venu un petit peu après? Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu un petit aperçu de ce que du succès peut-être que ça pourrait faire. Quelques temps plus tard, quand on est rentré après le studio, on a fait. C'était Dominique Blanc-Francard qui était une pointure et qui est toujours une pointure d'ailleurs, qui a mixé le titre. Et en studio, donc j'étais avec lui, il y avait le producteur, et on était tous les trois. Et puis quand il était en train de manipuler des pistes pour régler tout ça, au bout d'un moment, il se retourne vers moi et puis il me dit oh là là, c'est un tube ce morceau. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là sur cette chanson, quoi. Parce que moi, pour moi, c'était une chanson comme une autre à l'époque, hein. Et là, lui, il était vraiment, il arrêtait pas de me dire, il était en train de mixer, il arrêtait pas de me dire, ah là là, c'est un tube. Faut dire qu'à l'époque, il mixait beaucoup le son des années 80, lui, donc il savait de quoi il parlait. Ah oui, il faisait énormément. Il faisait énormément de choses. Oui. Ah oui, il savait de quoi. Et puis il savait de quoi il parlait. Et puis en plus de ça, il avait une patte. Il avait une sonorité très qui correspondait à l'époque, aux années 80. Oui, tout à fait. C'était un son, Puis ça a été très vite. Après, le producteur avait eu un peu de mal à trouver une maison de disques. Il l'avait trouvé d'une façon un petit peu détournée. C'est-à-dire, il avait trouvé un label. C'était sorti chez Carrère. Ah, chez Carrère. Et il avait trouvé un label. Ouais, il avait trouvé un label. Et donc là, ce label avait dit, t'as un potentiel, mais je vais pas prendre un risque à 100%. On va faire un mix pour les clubs et on va presser 2000 vinyles, on va les envoyer en club et on voit ce qui se passe. C'est parti de suite, quoi. Ouais, je l'avais reçu, moi. À l'époque sur tu l'avais reçu. Sur les clubs où je travaillais, j'avais fait partie de ceux qui avaient eu la chance de l'avoir avant tout le monde. Et ça a cartonné dès le premier soir. Il n'y a pas eu de d'entrée, ouais. Et le disque à l'époque, le vinyle était avec une pochette noire. Enfin, il y avait rien. Oui. Et puis après Carrère l'a sortie où là il y avait une vraie pochette avec
avec l'artiste et tout, mais c'était très vite. Et puis après, on est rentré dans le top 50. Enfin. Ça a été repris pour la pub et ainsi de suite aussi. Donc ça a fait son. Ah oui, il y a eu Peugeot Ah oui, t'as il y a eu Peugeot qui l'a reprise. Quelques années plus tard, il y a eu Panzani aussi qui l'a repris. Enfin, il y a. Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, c'est exploité dans des films. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Non, cette chanson, tout le monde m'en parle. Donc, voilà. C'est un des titres. C'est un des titres de l'époque le plus facile à trouver, car il est quasiment dans toutes les compilations qui portent le numéro 80. Hein. Dès qu'on dit top 80, les meilleurs des années 80, il est dedans. Hein. C'est bien rare de passer au travers. Hein. Pratiquement, oui. Et il faudrait que j'arrive à me renseigner pour savoir, mais ça doit être compliqué, combien il en existe de versions, parce que moi j'en ai déjà pas mal. En plus, toi tu me dis qu'il y en a en vietnamien, alors là, alors le Vietnam, au Vietnam, c'est un truc de fou parce qu'il y a 380 versions au Vietnam. Oh là 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 là, rien que ça, t'imagines ? C'est un truc de dingue. Et ça, moi je l'ai su il y a pas longtemps, je l'ai su il y a 4 ans. C'était une amie qui avait passé des vacances au Vietnam, des vacances de fin d'année. Quand elle revient, elle m'appelle, elle me dit, elle me raconte l'histoire, elle me dit, on entend la chanson partout en vietnamien. Est-ce que tu es au courant? J'étais même pas au courant, je ne savais pas. Et donc là, je commence à regarder et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des clips sur YouTube. Enfin, il y avait des trucs, mais pas possible, quoi. Ouais, c'est assez charmant. Alors, pour les auditeurs, j'essayerai d'en trouver une petite version pour leur faire découvrir. Tiens, ça va me plaire, ça. Ah ben là, il suffit de taper. Alors le titre vietnamien, il est très difficile à dire, je peux pas te le dire. Je ne peux pas vous le dire. Ah, tu pourrais faire un effort quand même. Hein. Je vais faire un effort alors. Xion Yotiong. Ah c'est tellement facile. Xion Yotiong, mais je peux pas te dire comment ça s'écrit. C'est pas évident. Ah il suffit de taper Kalelu Coco au Vietnam et là il y a tout qui sort. Ah dès qu'on a fini, je me jette dessus, je veux savoir. Ouais. Si tu veux, j'ai le rythme collé dans la peau du morceau en français et j'essaye de l'imaginer, mais j'y arrive pas, hein, c'est pas possible. Bon après, ça fait longtemps que j'ai arrêté de parler vietnamien, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est sûr. Et en plus, c'est en plus dans l'actualité parce que La Roche-Valmont a fait une version dernièrement là, chantée en vietnamien avec une chanteuse vietnamienne. Donc exact. Voilà, je l'ai vu passer celle-là par contre. Oui, je dois même l'avoir dans la machine. Voilà, c'est ça. Tiens, voilà, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais voilà. Avec la Roche-Valmont, c'est pas la seule complicité que t'auras. Tu ferais un autre titre avec lui, non? Avec lui, à l'époque, oui, j'ai fait après Tel Look, on a fait un autre disque. Le titre s'appelait Alors Heureuse. C'est ça. Voilà. Et ça avait un peu moins marché, mais bon, on avait fait 2 versions. Une version un peu club, d'ailleurs, c'était encore les Gibson qui avaient fait les arrangements. Et puis on avait fait une version slow qui avait un peu plus marché. Ouais, comme quoi, tu vois, il n'y a pas de... Ah, pourtant, à l'époque, c'était plus les versions club qui tournaient. Là, voilà, les gens avaient besoin d'un petit slow. Et puis le titre, Alors Heureuse, forcément, ça donne... C'est bien, moi. Ah oui, c'était une question. Alors heureuse. Ouais, c'est ça, exactement. Et des fois, malheureusement, t'avais la réponse pendant le slow, mais bon, c'est pas grave. Ouais, des fois, t'avais la réponse. Ouais. Ouais, on appelait ça un râteau à l'époque. Exactement, un râteau. Hein, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup jardiné, hein, c'est impressionnant même. Ah ouais, ça c'est sûr. Oh tout le monde a un peu jardiné. Bien sûr, heureusement même. Alors, on continue un petit peu, donc on est dans ces années 80. On continue, il faut un peu être sérieux, sinon on va y passer la journée. Hein. Là, on va pas être sérieux. La suite, ça va pas être sérieux c'est ça qui m'embête. Il y a un titre qui arrive, là, on se demande ce qu'il fait là. Il est bizarre, hein, ce monsieur, quand même. Hein. Comment tu veux que j'explique ça maintenant à mes auditeurs, toi? Alors, écoutez, déjà, vous allez enlever les enfants, hein, ça, vous les gardez avec vous, mais vous leur mettez des boules caisses dans les oreilles, et puis nous, on continue tranquillement à discuter. Je crois que c'était aux environs de 86, ce titre. Oui, 86, oui. T'as vu, je te laisse dire le titre, hein, moi je m'engage à rien. Hein. Oh, le titre, ça va, il a rien de... Non, il est gentil. Le titre s'appelle La Relève du matin. Voilà, c'est ça, ouais. Et avec une suite, parce que tout le monde me disait à l'époque, oh là là, ton titre, il est vachement long. Parce que le titre, c'est La Relève du matin, et plus loin, entre parenthèses, c'est Et le bois de Boulogne est toujours plein. Ouais, et tout ça grâce à une arrestation, quoi.
Ah, tu connais l'histoire. Ah mais t'es obligé de la raconter parce que je l'ai jamais racontée à l'antenne celle-là. Donc écoute, tu viens de dire Bois de Boulogne, moi j'ai parlé d'arrestation, relève du matin. Là si tu racontes pas le truc, ça va jaser sur les réseaux. Alors, on va essayer de faire court. C'est encore chaque chanson de toute façon a une histoire. Hein. Bah bien sûr. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, à chaque fois il y a une histoire. Et alors là, mais c'est une histoire. Cette histoire, elle est un peu plus quand même. Alors un soir, je sors d'un studio à Porte d'Auteuil, à côté du Bois de Boulogne, vers 3h30 du matin ou 4h du matin, pour rentrer chez moi. Donc je suis en voiture et à peine sorti du studio, quelques mètres plus loin, je me fais arrêter par la police. Donc la police me demande mes papiers. Ils sont plusieurs et puis il y a le quart de police qui est un petit peu plus loin. Et puis j'attends moi dans ma voiture et puis quelques instants plus tard, il y a 3 policiers qui reviennent, qui me disent tu sors de la voiture immédiatement, couche-toi sur le capot de la voiture et ne bouge plus. D'accord. Oui. Ok. Alors donc moi je dis qu'est-ce qui se passe, et là c'était à l'époque c'était ta gueule, enfin bon bref. Donc je me demandais ce qui se passait et puis ils fouillent la voiture partout et tout et puis ils me disent bon suis-nous, viens dans le car et moi je dis mais ma voiture qu'est-ce qui se passe? Non, t'occupe pas de la voiture, il y a quelqu'un qui la ramène au commissariat. Et donc je les suis dans le car et dans le car, qui je vois dans le car de police, pas mal de personnes issues du Bois de Boulogne. Des travailleurs et travailleuses, quoi. Des travailleurs et travailleuses du Bois de Boulogne. Quand je débarque tout le monde rigolait dans le car. Et moi, j'étais, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois, ils disaient qu'est-ce qui se passe? On me disait qu'il fallait que je me taise. Donc, comme tout a un rapport toujours dans la vie, avec ce car, on va dans un commissariat qui était juste à côté des bureaux de Claude François, boulevard Exelmans. Comme quoi, le hasard. Ouais. Et là, je reste dans la cage, j'ai du commissariat en bas, dans la cave, avec cette population qui venait du Bois de Boulogne. et je suis, parce qu'il y avait une grille à l'époque, on était dans une espèce de truc où il y avait une grille. Et là, je suis tout seul au milieu de toutes ces personnes qui parlaient brésilien, machin, etc. Et moi, chaque fois que je disais, mais pourquoi je suis là, on me disait qu'il fallait que je me taise. Tout ça, ça dure jusqu'à 8h30 du matin. Oh là là là. Je sais pas si tu vois. Ah bah si, je vois bien. Ouais. Et au bout d'un moment, moi, je suis complètement furieux. Et là, on me dit, à 8h30, tu sauras pourquoi tu es là. Mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc, à 8h30, on vient me chercher parce que il faut dire qu'il m'avait enlevé la ceinture, les lacets. Ah oui, ils enlèvent tout. Ouais. Il m'avait mis les menottes. J'avais les menottes, hein. Et donc là, je monte dans le bureau au premier étage à 8h30 du matin. Et là, je vois le chef qui me dit assieds-toi et non là il me tutoie pas, il me vous voit. Il me dit asseyez-vous et dans quelques instants on va vous en dire plus. Et moi j'arrêtais pas de dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Ah ouais, là, t'es limite considéré comme un terroriste, toi. Exactement. Et donc là au bout d'un moment il y a quelqu'un qui vient, qui lui parle à l'oreille, puis il s'en va et puis il se retourne et me dit ah ça y est, on sait ce qui s'est passé. Alors je dis alors là vous allez me le dire parce que vraiment qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et là le type me dit vous avez fait un excès de vitesse. Vous avez fait un excès de vitesse à Mâcon il y a 2 ans. Et c'était à l'époque du Look Coco, où moi j'étais parti en tournée avec La Roche-Valmont. Et effectivement, je conduisais la voiture de temps en temps, enfin bon bref. Et là, ils me disent, vous avez fait un excès de vitesse il y a 2 ans dans la région de Mâcon. Et puis on vous a envoyé des papiers pour vous présenter et vous êtes jamais venu, donc vous étiez considéré comme recherché sur le territoire. Et quand vous vous êtes fait arrêter cette nuit par la police, eux, ils connaissaient pas la cause, mais pour eux, vous étiez recherché sur le territoire, donc c'est pour ça que ça s'est passé de cette façon-là. Incroyable. Alors là, je dis mais c'est pas vrai, ça. Je dis mais en plus j'ai jamais rien reçu, moi, j'ai jamais pu me présenter, j'ai jamais reçu. Et effectivement, parce qu'à l'époque c'était pas du tout comme maintenant, hein, j'avais déménagé moi entre temps, donc s'il faut le document était arrivé à mon ancien logement, appartement, et puis je l'ai jamais eu, quoi. Donc effectivement, je me suis jamais présenté pour ce truc-là, et donc pour eux j'étais recherché sur le territoire. C'est incroyable. Donc là je dis mais qu'est-ce
qu'est-ce que je fais? Alors, ils me disent, donnez-nous votre adresse où vous habitez, vous allez recevoir un document, là, dans les jours qui viennent, et là, vous allez vous présenter au tribunal de Mâcon, et puis, vous allez avoir votre punition. Enfin, bon, bref, c'était pas le mot punition, mais c'était votre amende, enfin, bon, bref. Et donc là, bon, ok, je sors, moi, j'avais passé la nuit, cette nuit extraordinaire, quand même, au milieu de cette population qui arrêtait pas de rigoler. Ça fait rêver. Et juste à côté à côté du commissariat, j'avais un ami auteur qui s'appelle Jean-Luc Morel, avec qui je travaillais, je faisais des chansons, et à 8h30 du matin, j'ai dit je vais le voir et puis je vais expliquer mon histoire et boire un café chez lui pour me calmer un peu. Donc j'y vais, je lui raconte cette histoire, il était sidéré, il écoute, et puis on discute un petit moment, et puis il me dit ah mais là c'est génial ton histoire, je vais écrire un texte sur ce qui se passe dans le bois de Boulogne. Bon, ok, d'accord. Et puis bon, 2 jours plus tard, il m'appelle et il me dit ça y est, j'ai le texte. Donc je vais le voir, il me donne le texte et puis je lis le texte. Et bien sûr, j'éclate de rire et puis il me dit bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Je dis on rentre en studio et t'enregistres. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est incroyable, incroyable. Alors là, bon les amis, on est obligé de l'écouter cette chanson, c'est obligatoire. On ne peut pas passer au travers. Non mais alors, maintenant qu'ils ont l'histoire, qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Alors la version, bon, il y a de ce titre-là, il y a 2 versions. Il y a une version soft, on va dire, et puis il y a une version hot. Oui, non, il nous faut la vraie. Au Précathlon, Sadomaso se montrent leurs petits bobos.
chacun ses bleus de travail. Moi, nom d'une pipe, faut que je me taille. Tiens, j'en vois une qui m'a l'air bonne. De près, c'est Michael Jackson. Dur de trouver une vraie jeune fille qui vienne pas de Rio ou Manille. C'est la relève du matin, c'est le creuse pour les petits câlins. C'est la relève du matin, ça tire soupir dans tous les coins. C'est la relève du matin, c'est le creuse pour les petits câlins. C'est la relève du matin. Je vous raconte pas le va-et-vient. Et le bois de Boulogne est toujours plein. Et le bois de Boulogne est toujours plein. Ce qui est drôle, il y a encore une petite anecdote, c'est que bon, le titre, il a cartonné sur Énergie, et à l'époque, le boss d'Énergie, il faisait faire des tournées, on appelait les tournées Énergie à l'époque quand il y avait un succès sur leur radio. Et donc là, toute la saison d'été, quand il y a eu la sortie du disque, je faisais tous les plateaux Énergie de France et de Navarre. Et là, ce qui est drôle, c'est que le boss, quand je le voyais, il disait, mais tu sais que ta version haute, on la passe la nuit, on peut pas la passer la journée. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On la passe que la nuit. Mais pourquoi tu nous la chantes pas? Et puis moi je dis non, je voulais pas la faire sur scène, la version haute. À l'occasion, si vous l'entendez, on la trouve. Hein, c'est à l'occasion, si vous l'entendez. Bon, c'est pas très, mais c'est quand même un peu chaud quand même. Non, mais on va leur faire écouter, t'inquiète pas. Nous aussi, on a un programme de nuit, hein, c'est pas gênant. Hein. Mais de toute façon, maintenant, avec ce que t'as dit, si je la fais pas écouter, je vais recevoir des messages d'insultes toute la journée. Non mais c'est extraordinaire parce que moi je connaissais cette petite histoire, pas entièrement, donc là au moins tu l'as développée, oui. C'est bien, et je me suis dit quand même, arriver à cette chanson, après avoir vécu ça, c'est extraordinaire quoi. Ah bah oui. Chapeau bas, moi je dis respect. Mais c'est vrai qu'en plus, toi, dans les années 80, tu t'es vraiment, comment je te dirais, tu t'es vraiment imprégné du son des années 80, et puis plus ça va, plus on te voit avancer, mais à chaque fois, tu modifies tes morceaux suffisamment pour toujours être presque avant-gardiste en France. C'est ça que j'aime bien chez toi. C'est qu'en fin de compte, tu n'as jamais été à la traîne. Tu surfes pas sur la fin de la vague, toi, t'es plutôt au début de la vague à chaque coup. On sait ou on sait pas, on connaît ou on connaît pas, mais dès qu'on l'écoute et qu'on remet ça en situation dans les années où c'est sorti, on dit ah oui. Et on s'apercevra encore maintenant que tu as ressorti des morceaux, on en parlera tout à l'heure, avec ce son des années 80. Il faut 2 notes, hein, et on sait. Moi, je trouve ça extraordinaire chez toi. Allez, on continue. On en était donc en 86, où là, oui. il se passe pas mal de choses quand même autour de ces années-là aussi. Parce que là, bon, on a parlé du titre La relève du matin, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. L'année d'après, le label où j'étais me dit il faudrait que là t'as fait une chanson sur le bois de Boulogne, il faudrait que tu fasses une chanson sur le bois de Vincennes. Alors moi je dis non, quand même pas. Oui, parce qu'à l'époque ça se passait souvent comme ça avec des directeurs de prod dans les maisons de disques. C'était quand il y avait un truc qui marchait, il fallait continuer. Et puis moi, ça me plaisait pas trop de refaire la même histoire. Donc là, je dis bon non, je vais pas faire le bois de Vincennes. Donc je travaille avec mon ami là qui avait fait le bois de Boulogne, Jean-Luc Morel, et on a fait Silex and Sex. Alors on parlait du bois de Vincennes sans en parler. On parlait plutôt du zoo qu'il y avait dans le bois de Vincennes. C'est un peu l'histoire de Silex and Sex, le rapport entre les humains et les singes, on va dire, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, la pochette de Silex and Sex, elle est très drôle parce qu'il y a un couple de singes qui est adorable sur cette pochette. C'était la maison de disque qui a voulu faire ça, c'est drôle. Ça s'appelait Silex and Sex. Silex and Sex, ouais. On la trouve facilement aussi, puis en plus, elle est sur le dernier album, je crois, en reprise, non? Si ma mémoire est bonne. Oui, je l'ai remis sur le dernier album, oui. Oui. On donnera toutes les indications nécessaires aux auditeurs pour qu'ils retrouvent cet album rapidement, parce que c'est vraiment un régal, hein. Il y a de très belles choses. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, moi j'adore, je passe déjà
Donc le morceau phare, on le dit pas encore le titre, on le dira après, mais les auditeurs dira savent après, déjà. Oui, on le dira après. Bah ça, on est obligé de le dire parce que là aussi, je vais finir l'interview. Moi, j'ai des gens qui m'attendent dehors après. Hein. Ah, d'accord. On va rentrer dans les années 90. Et là, dans les années 90, enfin 89-90, on va dire, tu t'intéresses très très vite à la techno. Ouais. Comment t'es venu là, ce feeling techno? Parce que bon... c'est-à-dire que moi, ça m'a toujours intéressé tout ce qui était, tu l'as dit tout à l'heure, gentiment me concernant. Moi, j'ai toujours été, malgré moi, à la pointe. Dès qu'il y avait un truc qui arrivait, ça m'intéressait. Et donc là, on était en pleine nouveauté avec toutes les machines qu'on utilisait pour faire de la musique. Donc là, moi, ça m'a rendu complètement pas fou, mais j'avais envie de faire plein de choses avec ça. Et puis on commençait à entendre des trucs, des morceaux à l'extérieur, en Angleterre, aux États-Unis, la techno, ce qu'on appelait la techno. Et donc là, ça m'a donné envie de rentrer là-dedans. Et puis j'ai pas arrêté de faire des titres qui sont sortis sur plein de compilations chez Sony, Polygram, enfin partout, quoi. J'ai dû sortir à cette époque-là au moins une centaine de titres qui étaient sur des compilations. Ah oui, quand même, oui. Ce qui m'intéressait, moi, à l'époque, c'était que par rapport à la musique des années 80, où on était quand même, il y avait quand même des contraintes quand on faisait un morceau. C'est-à-dire qu'il fallait une intro, un couplet, oui, il y avait des codes. Un refrain. Il y avait des codes quand même qu'il fallait respecter pour avoir une chance que ça passe en radio. La montée du demi-ton à la fin, le pont. Enfin, il y avait quand même toutes ces chansons de cette époque-là. Elles étaient un peu bâties sur le même modèle. Et donc là, quand il y a eu la techno, alors là, c'était une liberté que j'ai trouvée parce qu'il y avait aucune contrainte. D'abord, les morceaux étaient beaucoup plus longs puisque c'était destiné au club. On n'était pas obligé de faire tout ce que je viens de dire. Il y avait aucune contrainte. Donc, ce qui était intéressant, c'était le son. Moi, ça m'a permis de faire des trucs avec des machines, des trucs, techno, quoi. Oui, c'était vraiment le moment où, effectivement, et nous, DJ, on adorait quand on recevait ces morceaux. Du coup, on savait pas trop à quoi s'attendre. Dans les années 80, quand tu recevais des vinyles, tu écoutais, allez, je vais te dire, les 10 premières secondes me suffisaient à dire oui, ça va être bon ou ça va être très moyen. Parce que, comme tu le dis toi-même, c'était tellement bâti, c'était tellement bâti sur des bases que tu n'avais pas le choix. La période techno, pour nous, ça a été complètement différent. Tant que tu n'avais pas écouté le morceau, tu n'étais pas capable de dire s'il allait tourner ou pas. Parce que les sons étaient tellement... Ils arrivaient un peu de partout et il fallait vraiment l'écouter puis s'imprégner en disant bah oui. Alors il y a certains morceaux, d'ailleurs, il fallait déjà les passer 2-3 fois avant que les gens commencent à aller dessus. Mais nous, on savait que ça allait marcher, donc on envoyait. Et ça, moi, j'ai adoré cette période-là aussi, où on découvrait plein de choses. Et puis après, il y a eu la découverte des morceaux remixés en techno qu'on connaissait déjà, et ça c'était génial, quoi. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une version à l'époque un peu techno de Talolo Coco à l'époque. Oui, il y en a eu une, ça c'est sûr, parce que moi je l'ai eu. Maintenant, je sais pas si tu y étais dessus ou pas, mais il y en a eu une. Je me souviens aussi. Je dois encore la voir dans la machine. Là, tiens, faut que je la cherche celle-là aussi. Chercher dans la machine. Je stocke tout. Moi, je stocke tout. Hein. Tous mes vinyles sont stockés en numérique et au moins je perds rien. Ça c'est super. Ah, tu sais, de déménagement, des fois. Hein. Des fois on perd des choses. Hein. Moi, ça m'est arrivé de perdre souvent des trucs parce que j'avais déménagé. Et d'ailleurs, concernant la techno, là, il y a une espèce de renouveau avec les jeunes DJ qui font des sets un peu partout dans le monde. Là, j'ai des gens qui me contactent en disant qu'ils repassent des titres de techno des années 90 et ils veulent les ressortir en vinyle, faire des remixes, des trucs comme ça. Donc, il y a 3-4 DJ qui m'ont appelé. C'est des jeunes, hein. Ouais, mais c'est bien ça. La musique des années 90 les intéresse. Oui. Puis tu le vois aussi au niveau maintenant des tournées, des chanteurs et tout. Voyez, on intègre les années 90, les années 2000, parce que ça marche, parce que les gens en redemandent, il n'y a pas de secret. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, on refait la boucle, et petit à petit, on va remonter le temps comme ça. Alors, j'ai noté quelque chose en 96 qui m'a surpris, parce que j'adore les deux noms d'ailleurs, mais il y en a un que j'adore beaucoup. Pour moi, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. J'ai vu que tu avais signé une musique avec Catherine Lara pour Gérard Berliner. Oui. J'adorais
ouais, ce mec. Ah, mais Gérard, c'était mon ami. On était très 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 proches. Il est parti trop tôt, malheureusement. Oh oui. Ça me fait toujours du mal quand j'en parle. Mais bon, Gérard, c'était un artiste qui avait beaucoup de qualité et il aurait pu faire une très très grande carrière, effectivement. Ah, pour moi, oui. Moi, tu sais que je fais partie des radios qui en passent. Il n'y a pas une semaine où je passe pas un morceau de Gérard Berliner. Hein. J'adore vraiment, quoi. Malheureusement, il en a d'ailleurs beaucoup souffert après son succès, Louise. Il était confronté à essayer de faire un succès qui était aussi important que Louise. Et malheureusement, il n'a pas pu le faire. Ouais, le premier succès était trop fort. Ouais, c'était vraiment fort cette chanson. Et ah, donc oui. Donc là, et puis en plus, il était hors circuit un petit peu parce que musicalement, il était un peu en dehors des clous de ce qui se passait dans ces années-là. Hein. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment de la chanson française. Donc voilà. Alors moi, on était très proches tous les deux. On faisait des fois des chansons ensemble. Et puis un jour, il m'appelle et puis il me dit voilà, je vais signer dans une nouvelle maison de disques chez TF1 d'ailleurs, pour pas la nommer, qui avait monté un label. On a fait une chanson ensemble qui s'appelle Béni sois-tu. Je vais la proposer. Je vais voir s'ils veulent la faire. Donc là, ok, d'accord. Il la fond, il enregistre. Et puis c'était Catherine Lara qui gérait tout l'album. Et donc là, elle a participé un petit peu au changement qu'il y a eu dans la chanson. Ouais. C'est comme ça que je me suis retrouvé co-signataire avec elle sur ce titre-là qui s'appelle Béni sois-tu. Oui, c'était en 96. Et alors ça fait on va dire un petit succès, pas un gros succès, mais c'était une belle chanson, ça fait un petit succès quand même. Comme tu dis toi-même, Gérard Berliner, son problème c'est qu'il a eu 2 gros titres d'entrée, puis qu'après, après c'est compliqué. Pourtant, honnêtement, il a des titres juste sublimes. Hein, Ah ben bien sûr. Alors tu continues un peu avec la techno et tu nous sors un truc, on se demande où t'as été le chercher, c'est bizarre. Do you Saint-Tropez? Quoi? Do you Saint-Tropez? Alors attends, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. C'était en 2000. Dans les années 90. Hein. Fin 90. En 2000, ouais. 2000. Oui. C'est fou ça. Oui, je sais pas. Je sais pas. Alors là, l'histoire, je peux pas la raconter parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. En studio, on travaillait, puis d'un seul coup, je sais pas, ça me sort comme ça, parce que moi j'adorais Saint-Tropez, je fais do you Saint-Tropez. Et voilà. Et puis, je sais pas, tout le monde se regarde en disant, on va faire une version. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis et quand on a monté la prod, il y avait un DJ qui était connu, qui a participé, qui s'appelle Corti. Ah, Corti, oui, je connais bien Corti en plus. Donc voilà, donc le label à qui j'avais proposé l'idée, la chanson, nous avait mis Corti dans les mains, si je puis dire, dans la boucle, et on a fait ça ensemble, quoi, à cette époque-là. Il y a des trucs comme ça qui restent. Moi, ça m'avait marqué, tu vois, donc comme quoi, c'est marrant, hein, je ressors ça au moment là, mais parce que ça m'avait vraiment... Ah, tu le connaissais à l'époque? Ah, bien sûr, oui, je fais partie de ceux qui, malheureusement, à cause de toi, ont chanté cette chanson. Ah, d'accord. C'est pas facile à vivre après, t'es drôle, toi. Ouais, je suis désolé. T'es DJ en boîte, tout se passe bien, puis d'un coup, tu chantes Do You Saint-Tropez. Bon, allez, hop, au suivant. Garçon, s'il vous plaît, l'addition, merci. Tu vois, c'était un peu ça, quoi. C'est incroyable. Bon, parle-nous un peu de tes années 2000, parce que là, il y a quand même des choses qui changent et qui sont presque surprenantes, je dirais. Après le son de la techno, j'avais envie d'être un peu plus cool, on va dire. Et puis il y avait un mouvement qui était en train de naître un peu à l'extérieur, qui s'appelait la lounge music. C'est toujours d'ailleurs une musique zen. Et là, il y avait à Paris, il y avait un bar, un bar-restaurant qui s'appelait le Bouddha Bar. Et là, il y avait un DJ qui s'appelait Claude Chal, qui était dans cet endroit. Et puis on a sympathisé. Et puis il passait un genre de musique un peu zen là-dedans. Puis il m'a demandé si je voulais faire des titres. Donc voilà, j'ai commencé à faire ce genre de musique pendant quelques années, pendant 5-6 ans. J'ai fait au moins 70 titres qui sont sortis. C'est énorme. Sur des compiles
Et donc voilà, j'ai même un titre qui est culte, qui tourne toujours, qui s'appelle Tibet comme Tibet, Tibet Passage tout. Et c'est un titre que je vois un peu partout sur Internet. Il y a des clips sur YouTube, des trucs comme ça. C'est une musique vraiment pour les gens qui ont envie de se relaxer. Écoutez ça, c'est très relax. Bah surtout par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça va les détendre un peu. Ouais, ça va les détendre un peu. Oui. Non, mais c'est marrant que tu aies touché à cet univers aussi. Mais en vrai, c'est marrant, oui et non à la fois, parce que tu es un peu comme moi, tu es un passionné de musique, tout simplement. Il n'y a pas de mauvaise musique. Toutes les musiques sont bonnes, ça dépend juste du moment où on est, comment on les écoute, comment on les fait. Exactement. Dans ton cas, voilà. Donc, je suis surpris sans être surpris. Ça ne m'étonne pas plus que ça, parce qu'en plus, c'est là aussi, l'intérêt qu'il y avait, c'est que côté instrument, on peut vraiment faire quelque chose de joli. Ah ben là, c'est pareil, il y avait aucune contrainte, hein, on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. Ça doit être quelque part incroyable, le nombre de compilations où tu apparais quelque part, directement ou indirectement, hein, mais ça doit être énorme. Ce qui était à l'époque techno, ça commençait aussi comme ça, mais surtout à l'époque lounge music, quand on avait, parce que c'était des compilations, hein, c'était pas d'album d'artistes, et donc quand on avait plusieurs titres qui sortaient sur la même compilation, la maison de disques, le label nous disait qu'il fallait mettre des pseudos pour pas qu'on retrouve les mêmes noms de créateurs et d'artistes et de créateurs. Alors s'il faut qu'à cette époque j'ai eu je sais pas combien de pseudos de noms. T'as une belle liste de noms. Ouais. Si j'avais plusieurs titres sur l'album, il fallait que je mette plusieurs pseudos sur les trucs. Oui, j'en ai une petite liste moi déjà que j'ai retrouvée qui est pas mal. Ouais. Ah d'accord. Ouais. C'est clair qu'il y a de quoi faire. On va pas tous les rentrer dans la machine pour dire aux gens c'était lui. Non. Ah non. Non. Restons discrets. Voilà, exactement. Alors après ce passage, qu'est-ce que tu deviens ? Moi, je sais aujourd'hui ce que tu fais, mais justement, entre ce passage-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Vas-y, raconte un peu. Ce qui s'est passé, c'est que au niveau de l'économie, au niveau de l'économie de la musique, des droits d'auteur, il y a eu beaucoup de changements. Oula. C'est-à-dire que dans les années 70-80, un créateur qui écrivait des chansons pouvait en vivre même quand ça faisait pas qu'on appelait un gros tube. Il pouvait en vivre, c'était un peu plus facile que maintenant. Depuis, quand je dis maintenant, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, où c'est un peu plus compliqué, et puis le champ s'est un petit peu élargi. Donc il y a beaucoup de créateurs maintenant, des créateurs qui écrivaient des chansons pour d'autres interprètes ou pour eux-mêmes, se sont mis à faire de la musique, ce qu'on appelle la musique d'habillage. C'est la musique qu'on entend dans les documentaires, à la télé, dans les émissions de télé. Il y a de la musique partout maintenant. Quand il y a un reportage, il y a de la musique qu'on entend en fond sonore. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu des boîtes de production qui ont demandé à certains artistes, à certains créateurs, de faire ce genre de musique qu'on appelle un petit peu de la musique d'habillage. Moi, j'aime pas trop dire ce terme parce que c'est un côté un peu péjoratif. Il y en a même qui disent de la musique d'ascenseur. Enfin bon, bref. Ouais, c'est pas sympa. C'est de la musique quand même, mais bon. Et donc je me suis mis à faire ça. Donc j'ai fait pas mal de choses pendant ces années-là. Alors là, c'était un peu tous les styles. Il y avait quand même pas mal parce que le mouvement zen est resté un petit peu accroché à toute cette période. Donc j'ai fait pas mal. J'ai fait de la musique un peu cool, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Et à cette occasion, j'avais travaillé avec le frère de Renaud, Séchant, son jumeau d'ailleurs, David Séchant, et qui avait une boîte de prod où il était spécialisé là-dedans. Et avec lui, j'ai fait pas mal d'albums de ce genre de musique. Ah, c'est bien. Qui sont sortis. Ouais. Et puis tu as travaillé aussi pas mal avec ton pote Richard Sanderson, ça c'est sûr. Oui. Vous êtes toujours restés très proches quand même. Ah bah oui, on a commencé ensemble la musique, donc on est toujours là tous, heureusement. Les gens les musiciens du premier groupe dont j'ai parlé au début, et Lovers Love, on se voit toujours, on est toujours copains, donc voilà. Ça c'est génial. Alors on va parler maintenant d'un truc que j'adore. Moi c'est un peu grâce à ça d'ailleurs qu'on discute aujourd'hui tous les deux. C'est ce qui m'a remis l'envie quelque part d'avoir un contact avec toi. Parce que, qu'on le veuille ou non, les années 80, c'est trop bien, quoi. Les années 80, t'as vu, c'est bien placé quand même. Hein. C'est bien placé, oui, c'est bien placé. C'est bien placé. Mais donc quel titre. Tout le monde me dit ça. Bon, moi je l'ai fait
C'était un plaisir que j'ai fait. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé avec le son vintage, hein, j'ai essayé de faire vraiment essayer de retrouver l'atmosphère des années 80. Et donc là, ça m'a donné l'idée de faire cet album. Et c'est un album donc où il y a 19 titres. Alors il y a des remixes des titres de l'époque, puis il y a des nouveaux titres dans l'esprit des années 80, dont le titre phare qui s'appelle, tu l'as très bien dit, les années 80, c'est trop bien. Ouais, d'ailleurs, je vais te tirer les oreilles à ce sujet-là. Je vais me permettre. Oui, pourquoi ? Je vais me permettre. Il manque une version dans ton CD, mais elle manque vraiment hein, pour quelqu'un comme moi. Laquelle ? La version longue. La version longue de quoi ? Ouais, la version longue, des années 80, c'est trop bien ça. Une musique pareille, ça méritait un maxi 45 tours, écoute. Ah oui, effectivement. Ah oui. Effectivement, je l'ai pas fait. Il va falloir que tu t'y mettes. Je vais le faire. Ah ouais, non mais tout dedans me fait dire qu'en version maxi 45 tours, je suis sûr que ça recartonne même en boîte de nuit. Enfin, en discothèque, pardon, en club. Oui, en club, oui. Ouais, faut aussi changer les noms, c'est pourquoi compliqué. pas, ouais. Ah non, mais c'est sûr que ça marcherait parce que il y a tout dans cette musique. Elle dure 3 minutes et des poussières, la version traditionnelle. Il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a la voix, un peu robotisée. Il y a le son, il y a les synthés. Enfin, tout rentre petit à petit et t'enveloppe et tu t'en vas faire un voyage. Alors je me suis dit, tiens, c'est dommage, il n'a pas pensé à nous mettre une version où l'instrumentation est bien remontée, comme dans les années 80 sur les maxi 45 tours. Hein. Ouais. Non, mais après, trêve de plaisanterie, il y a une réussite énorme, c'est hyper bien fait. La démo mix, par contre, elle est très très belle aussi, elle tape bien, j'adore. T'as le look Coco qui revient, c'est superbe. La relève du matin, tiens, on retombe dessus, c'est vraiment pas de peau. Hein. Alors, on retombe dessus. Non, c'est une très très bonne idée que tu as eue de venir avec cet album qui va refaire découvrir des sons à des gens. Et puis surtout, je te dis, avec ce morceau, les années 80, c'est trop bien. J'entends déjà, moi, cet été, des gens le chanter, j'en suis sûr. Ah, avec plaisir, bien sûr. Et donc là, parce qu'en premier, c'est sorti sur les réseaux, Ouais. en digital. Et puis après, les personnes avec qui je bosse m'ont dit, ça serait bien que tu aies quand même un physique. Donc il y a le label m'a fait un CD comme à l'époque, hein, avec une vraie pochette, un vrai disque dedans. Et on le trouve partout, on le trouve à la Fnac. Il est bien mis en place à la Fnac. Et puis on peut le commander sur Internet et tout. Enfin, il est assez visible en fait. Oui, puis en plus, voilà. la jaquette est très visible, donc il n'y a pas de problème. Ça interpelle. Ah, la jaquette, oui. Ouais, ça interpelle vite. Hein. Ah oui, et j'ai fait aussi un clip avec la chanson qui est sur YouTube. Je le mettrai en partage sur le site internet de la radio. Et là, dans le clip, je te remercie. Et dans le clip, il y a plein d'éléments des années 80. Enfin, quand vous le verrez, vous reconnaîtrez l'époque des années 80. Que je disais tout à l'heure, que le premier coup, j'ai fait une allusion à ce titre, c'est que c'est vrai que t'as rien perdu du son des années 80. T'as réussi à te replonger dans cette atmosphère. C'est carrément impressionnant. Quelqu'un qui serait, on va dire, un truc qui peut pas arriver, mais qui serait tombé dans le coma dans les années 80, on se réveille, aujourd'hui, il prend le CD, il dit « Oh tiens, c'est sorti aujourd'hui, ça, je vais l'écouter ». Il a même pas l'impression qu'il a dormi, le gars. Hein. C'est pas possible. Carrément. Ah ouais, non, t'as réussi ton coup. Moi, ça m'a remis dans cette époque de T'as le look Coco et compagnie, où je me suis vraiment retrouvé là au milieu et je me suis régalé. Ça fait plaisir. Voilà, et les auditeurs l'entendent, hein, il est dans la base de données permanente de la radio, donc non seulement on peut le prendre pour le passer en direct, mais il passe aussi quand on n'est pas là, parce que bien sûr la radio est pas 100% en direct, hein, sinon j'arrêterais de dormir, donc c'est compliqué, mais malgré tout la machine vient chercher donc ce titre, puisqu'il est dans les 1500 sélectionnés, donc elle est obligée de le passer plusieurs fois dans la semaine. Ah, super, merci beaucoup. Voilà, non, mais c'est une belle réussite, bravo, c'est une belle réussite, et j'ai envie de dire quelque chose, continue quoi. Ah oui, je continue. Là, ma prochaine étape, là-bas, je travaille quand même sur la promo un petit peu du disque. Et puis ma prochaine étape, c'est justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec les jeunes DJ là qui font des sets un peu partout, faire des trucs sur la musique techno. Je sais pas, je vais voir. Je ne sais pas, à vrai dire. C'est un domaine que tu maîtrises aussi, mais en vrai, ta prochaine étape, moi, je la connais. Toi, tu le sais pas, mais moi, je sais. Vas-y, c'est quoi ? Faire la version longue de les années 80, c'est trop bien. Non, je suis pas têtu, c'est pas vrai. Je sais même pas pourquoi tu oses penser que je suis têtu.
Je vais réfléchir. Ah bah réfléchis, parce que je suis sûr, si tu veux que ça fasse... c'est une bonne idée. Si tu veux que ça fasse un carton cet été, il la faut. Hein. Ah ouais, en plus, là, tu me parles de DJ qui font des remixes et tout. Dès que tu sors une version longue, les mecs, ils mettent le nez dedans. Et le son des années 80, on en a encore besoin aujourd'hui. Donc, je suis sûr que ça cartonne. Moi. Je signe. Allez, c'est bon. Allez. Bon, voilà. Je suis ton idée. Et quand tu le fais, t'oublies pas de m'appeler quand même. T'as mon numéro. Hein, bien sûr. Ouais, mais tu seras le premier. Tu seras le premier à l'écouter. Je voudrais même avoir le droit de la passer en exclusivité pendant une journée. Ah bah tiens, avec plaisir. Ah bah attends, on va se gêner en plus. Ah, on va pas se gêner. Hein. J'ai envie vraiment de te remercier, Marco, parce que j'ai passé un moment extraordinaire. On a bien rigolé. On a écouté de la bonne musique. Bah moi aussi, merci. Voilà, on s'est baladé dans ton univers. Je voudrais faire un grand coucou aux auditeurs qui écoutent ta radio. Voilà, un grand coucou en leur disant que les années 80, c'est trop bien. C'est exactement ça. En plus, t'as encore la voix, elle est nickel là, tu vois. Et merci encore, merci énormément. Et j'attends la version longue. Merci, là, c'est moi qui vous remercie. J'attends la version longue. D'accord. Je suis pas pressé, mais okay. Si on pouvait l'avoir avant l'été, c'est mieux. Trêve de plaisanterie. Merci énormément, Marco. Vraiment, merci. Et merci, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci, Olivier. À très vite. C'est sympa. À très vite. À très vite. Au revoir. C'est de l'or, la folie pour les DJ, pas de soucis, tu te souviens de nos années 80. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Trop bien les années 80. C'est trop bien les années 80. C'est le look, mes cocos, le démon de midi. C'est un tic, c'est un toc, c'est ça le son de minuit. Reste fun, reste zen, contre tous les interdits, pas de soucis, tu te souviens de nos années 80. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors je te dis, reviens. Alors tu me dis, reviens. Alors on se dit, reviens aux années 80. Alors je